Bienvenue dans la White Tech, une arène mi-réelle, mi-virtuelle, où des héros vont s'affronter afin d'amener son clan à la victoire. Rivals est un jeu de type Battle Royale avec une mécanique de deck building. Vous allez attaquer vos adversaires à coups de fusil, de grenades, d'attaque mentale, pendant que l'arène rétrécira à chaque manche. Je vous présente le jeu et je vous explique les règles. Allez, c'est parti. Rivals, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs, donc il n'y a pas de mode solo. Après, c'est un petit peu logique parce que c'est du Battle Royale, hein. Donc on est tous les uns contre les autres. C'est un jeu que j'avais longtemps hésité à pledger à l'époque parce que le concept, franchement, Battle Royale mélangé à du deck building, ça me hypait quand même vachement. C'est des Français hein, qui ont fait ce jeu, c'est leur premier jeu. J'ai longtemps hésité en fait et j'ai préféré attendre qu'ils sortent, voir un petit peu les retours plutôt que de le pledger. Et maintenant qu'il est sorti, je me suis intéressé un petit peu plus près à ce jeu. Je suis allé voir quelques forums, quelques avis. Les avis étaient quand même assez bons dans l'ensemble. Donc je me suis acheté ce jeu et franchement je regrette pas. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, la boîte, elle est vraiment très jolie, hein. Il y a un petit effet brillant, là, vous voyez, sur les illustrations. Là, c'est très, très joli, très agréable. Une très belle boîte. Je l'ouvre, on va regarder le matériel ensemble. Alors, première chose, déjà, on va parler de quelque chose qui fâche déjà en premier, c'est le livret de règles. Donc le livret de règles, ça revient assez souvent pour dire qu'en fait il est assez mal foutu. C'est pas très clair, les règles en plus, il y a quand même pas mal de règles à assimiler, hein, l'air de rien. Et du coup on se perd un petit peu dans ce livret de règles. C'était beaucoup de retours hein, comme ça sur ce jeu. Et du coup, les auteurs ont réagi assez vite parce qu'ils ont déjà, là, à l'heure actuelle, mis en ligne une V2 de la règle qui est beaucoup mieux, beaucoup plus claire. Il y a plus de choses en fait parce qu'après la règle, on se posait beaucoup de questions et puis on n'avait pas les réponses dans la règle, hein, forcément. Alors, il y a encore quelques zones d'ombre, je trouve, mais quand même beaucoup moins avec la V2. Il y a eu une foire aux questions. J'ai pas réussi à y aller, moi, personnellement, là, sur leur site. Alors, est-ce que c'est encore en cours en cours, je sais pas, mais en tout cas, ils ont un site qui est très bien fait, avec l'ensemble des cartes, où on explique plein de choses, il y a des vidéos, enfin bon, franchement, le site est très bien fait. Et du coup, je trouve ça très intéressant que les auteurs se soient mis au travail pour une V2 super rapidement. Ils ont été vachement réactifs pour le coup et franchement la V2 est vraiment très bien. Je vous mettrai en description de la vidéo les liens pour aller voir ce forum. Pour l'instant la V2, moi j'ai réussi à me la procurer en allant sur leur Discord, mais je pense que dans pas très longtemps ils vont pouvoir le mettre à disposition hein, sur leur site. Donc alors, du coup, ce qui manque aussi, c'est les aides de jeu. On a des toutes petites aides de jeu qui franchement servent pas à grand chose parce que le jeu, il y a plein de choses à penser, il y a plein de choses à faire et du coup, sur le forum, j'ai trouvé un utilisateur, un joueur, qui s'est penché sur l'aide de jeu et qui nous a fait une aide de jeu qui est top. D'ailleurs, il y a eu des retours, il a écouté un peu ce qui se disait, il a corrigé son aide de jeu, il y en a certains qui lui ont dit ah, tu devrais ajouter ça, il l'a fait. Donc en fait, je crois qu'on en est à la version 4 de son aide de jeu et du coup, je l'ai imprimé. Je l'ai plastifié et du coup ça fait des superbes aides de jeu, voilà, recto verso, et qui sont vachement pratiques, voire même indispensables pour jouer. Donc bon, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on a ça dans les mains, franchement c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, vous avez les règles. Alors
elles sont aérées, il y a des exemples. C'est pas non plus, moi j'ai vu pire hein, en règle, hein, mais c'est vrai que c'est pas, c'est pas toujours très clair, c'est pas super lisible. L'agencement des règles, on est obligé de revenir en arrière, tout ça. Enfin, la V2 est quand même vachement mieux. Et puis je vous dis, en plus, même dans la V2, ils ont rajouté des choses qui sont quand même vachement importantes, je trouve. Donc voilà. Après, bon, franchement, j'ai vu pire, hein. J'ai vraiment vu pire. On a des plateaux. Alors ça, on a les plateaux. Ça, ce sont des plateaux drones qui vont être nécessaires pour le jeu à 2. Hein. Il y a des règles spécifiques quand on joue que à 2. Et là, vous avez les plateaux joueurs. Donc vous avez 8 personnages. Voilà. Donc ça, c'est cool parce que vous avez le choix, quoi. 8 persos avec leur pouvoir qu'on appelle leur ultime. Hein, la jauge d'ultime va venir ici. L'ultime qui est propre à chaque perso. C'est un super pouvoir, quoi, on va dire. Et ainsi que 2 cartes aussi qui va venir dans votre deck de départ spécifique à vos persos. Donc les plateaux sont de bonne qualité, sont très jolis. Hein, pareil, hein, ce petit effet un petit peu brillant là, c'est très sympa. Voilà, je vous les montre. Hein, pour vous montrer qu'ils sont assez différents graphiquement. Hein. C'est vraiment très sympa. Hein. Franchement, le côté graphique, j'aime beaucoup la DA. Franchement, c'est super sympa. Vraiment très agréable, très immersif, je trouve. Ensuite, vous avez, alors c'est un jeu hein, voilà, qui va se composer de plusieurs tuiles pour former l'arène, la Wild Tech. Alors c'est beaucoup de tuiles comme ça. Et quelques tuiles également plus plates, on va dire, comme ça. Voilà. C'est assez facile à monter, hein, l'arène. Hein, on regarde, ça va assez vite, c'est assez intuitif. Au niveau des rangements, c'est sympa parce que vous voyez, il y a quand même, il reste de la place en fait. Donc vous pouvez faire votre rangement un petit peu à votre sauce. Il y a des sacs des petits sacs plastiques pour les jetons, plusieurs compartiments différents pour les cartes. Donc c'est assez sympa. Il y a des dés aussi là. Autre chose qui est un petit peu pénible, c'est les cartes. Les cartes, il y a beaucoup de cartes de différents types et c'est pas toujours très clair, surtout au début quand vous allez ouvrir le jeu, déballer votre jeu, vous allez avoir plein de cartes différentes, vous n'allez pas trop savoir comment les mettre en place. Et même avec les règles, parfois c'est pas super limpide. Donc je vais vous les présenter, hein, les cartes, pour que ça soit plus clair pour vous. Donc voilà, bah écoutez, je crois que, enfin, je vais mettre en place le jeu et je vais revenir sur les différents composants, sur les cartes et puis surtout sur les règles en essayant d'être le plus clair possible sur ce jeu parce que franchement bah, il vaut le coup. Hein. C'est clair et net, il vaut vraiment le coup ce jeu. Donc voilà à quoi ressemble l'arène une fois qu'elle a été mise en place. Vous avez donc des tuiles. Donc une tuile, hein, c'est ça une tuile. Une tuile, c'est ça. Et une tuile est constituée de 3 cases. Voilà. Donc quand on parle de tuiles, c'est l'ensemble de ces 3 cases-là. Et après, on va se déplacer de case en case grâce à nos petits pions qui sont en acrylique, là, qui sont vraiment très sympas aussi. Voilà, recto verso. Donc la mise en place, en fait, on va révéler 6 tuiles, hein, parce qu'on peut jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc on va venir se placer sur une des 6 tuiles de départ, dans la case de notre choix. Voilà. Donc on peut commencer ici, là. On ne peut pas aller au milieu, c'est le volcan. Donc le principe, hein, le Battle Royale, c'est au fur et à mesure des manches, en fait, il va y avoir des tuiles qui vont disparaître autour. Ça va être la première ère. Hein. Une fois que tout le premier contour a disparu, on va passer à la deuxième ère. Et à la fin, si on arrive encore jusque là, troisième ère, il n'y aura plus que ce petit bout-là. Donc si vous voulez, on va se concentrer de plus en plus vers le milieu, ce qui va nous obliger à nous taper dessus. Hein. Mais bon, en règle générale, on n'a même pas besoin de ça pour comprendre qu'il va falloir aller se taper sur la tronche, quoi. Alors pour gagner dans Rivals,
il va falloir être le dernier survivant, ou alors atteindre 5 points Rivals, qui sont matérialisés ici sur votre plateau perso. En haut, c'est la jauge de vie, on commence tous à 20 points de vie. Là, c'est votre jauge d'ultime, en fait. Vous allez monter au fur et à mesure que vous allez mettre des dégâts aux autres. Une fois que votre jauge d'ultime est pleine, vous allez pouvoir déclencher votre ultime quand vous voulez. Ultime qui sera donc spécifique à chaque personnage. Ensuite, vous avez trois emplacements pour des jetons d'anticipation. Ça va être des jetons qui vont servir à la défense. Vous avez un emplacement de carte ici, c'est la carte guild, hein, ça va être dès la mise en place. On va en avoir une, chaque personnage, au début on en aura deux, on va en choisir une. Et ici, ça va être des cartes qui vont venir se positionner là, bien spécifiques, avec ce symbole-là. C'est des cartes qui vont rester sur notre plateau, soit qui vont avoir un pouvoir passif, hein, qui va être tout le temps d'actualité, soit ça va être des cartes qu'on va pouvoir activer en les tapant, c'est-à-dire on va les retourner, et à la fin de la manche, on va tout redresser. Et ici, vous avez l'emplacement pour votre deck, et là pour votre défausse, voilà, tout simplement. Et ici vous pouvez avoir des cartes qui vont se positionner sur le côté, qui sont des cartes actives, où on vous dit par exemple jusqu'à votre prochain tour il va se passer ça, ça peut être positif, ça peut être négatif d'ailleurs, donc c'est sur le côté que ça va se passer. Je vais vous parler des cartes parce que c'est un deck building, il y a beaucoup de cartes et il y a beaucoup de cartes à trier dès le début. C'est pas super clair d'ailleurs, je trouve en tout cas. Donc je vais d'abord vous parler des cartes que vous allez mettre un petit peu de côté. On va les passer en revue. Alors déjà vous avez ces cartes-là avec des symboles là en haut à gauche qui correspondent à votre symbole en fait d'ultime. Que vous allez retrouver hop, ici sur les plateaux joueurs. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Donc en fait ici ce symbole là ça représente le symbole de votre ultime donc vous allez aller chercher la carte qui correspond à ce symbole là. Vous en avez du coup 2, 4, 6, 8. Voilà, vous avez 8 persos, donc vous avez 8 cartes. Donc par exemple le perso que j'ai choisi, moi, Atmos, son ultime c'est celui-là. Donc une fois que vous avez la carte de votre ultime de votre perso, vous la mettez sur le côté. Voilà. Et elle va rester là pendant tout le jeu, déjà, pour commencer. Donc ça, c'est les cartes ultimes de chaque perso. Après, vous avez les cartes spécifiques au deck de chaque perso, où là, en fait, vous allez retrouver le nom des persos ici au milieu de la carte. Donc, à chaque fois que vous avez un nom, cette carte-là, elle est un petit peu spéciale, d'ailleurs, je reviendrai, c'est par rapport à un perso, à Fae. Donc dès que vous avez un nom sur le milieu, ce sont, et ils en ont deux chacun, la plupart d'ailleurs. Dès que vous avez un nom au milieu, vous savez que c'est les cartes de départ de votre perso. Là, Renko, lui, il va utiliser des flashers en plus, donc il aura un petit deck à lui, à côté. Voilà, les flashers. Voilà. Après, donc ça, oui, Atmos, c'est marqué. Ok. Donc lui, Atmos, vous voyez, il a ces deux-là, par exemple. Il y a marqué Atmos. Ensuite, vous avez les cartes de base que tout le monde va avoir, en fait, en main. En plus de ces deux cartes propres à son perso, tout le monde va avoir 3 blasters. Voilà. Donc c'est des cartes attaque de base, on va dire. Donc là, vous en avez un paquet pour que tout le monde puisse en avoir dans son deck de départ. Et Psywave, voilà, petite attaque mentale en fait. Pareil, vous en avez un petit paquet pour que tout le monde en ait. Là, vous avez les petites aides de jeu. Bon, alors vous voyez là, c'est voilà, les ressources, récolte, voilà, c'est tout ce qu'on a. C'est vraiment très faible comme aide de jeu pour ce type de jeu. Donc ces cartes-là, voilà, vous les mettez de côté. Toutes les cartes que je viens de vous montrer, vous les mettez de côté. Ensuite, ce que vous allez mettre de côté aussi, ce sont ces cartes-là, qui sont donc les cartes guild. Les cartes guild, donc c'est l'emplacement du plateau perso ici. Donc vous retrouvez ce symbole-là, guild. Et c'est les cartes que vous allez donc mélanger et vous allez en donner
2 au hasard à chaque joueur et on va en choisir une. Et je vous ai dit qu'il y avait un perso, donc Fae, qui, elle commence avec une carte guilde en plus dans sa main, dans son deck de départ. Et en fait, elle va pouvoir, si elle le souhaite, échanger en fait sa carte guilde avec celle-là. Ça, c'est la sienne en fait. Mais elle n'est pas obligée de la mettre. Une fois qu'elle l'aura dans sa main, elle pourra l'échanger en fait avec la carte guilde de son plateau. Donc c'est un peu la spécificité de ce personnage-là. Donc les cartes guildes, qui sont à l'envers. Ensuite vous avez, alors celles-là sont reconnaissables à leur dos en fait, ce sont les cartes événements. Voilà, à chaque manche il va se passer un petit événement, un truc spécifique à la manche. Donc celles-ci, il n'y a pas de souci, elles sont reconnaissables à leur dos. Donc tout ça, vous mettez ça de côté. Et pour finir, vous avez ce qu'ils appellent les schémas, qui sont des cartes puissantes et qui sont super belles. Regardez, effet foil, hein, regardez comment c'est beau. Et toutes ces cartes-là sont comme ça. Elles sont juste magnifiques, quoi. Moi, j'adore. Je trouve ça trop bien fait. Et du coup, elles sont là, les cartes comme ça, les cartes schéma, elles sont toutes uniques. Donc, c'est des cartes uniques qui sont très puissantes. Pareil, on les met de côté, mais on fait un tas que avec elles. On va faire un tas que avec ces cartes schéma. Elles vont être sur le côté, on va pouvoir les acquérir, hein, les mettre dans notre deck. Elles vont être un peu chères, mais il ne va pas falloir hésiter à s'en procurer. Et je les trouve juste à tomber, quoi. Ouais, vous avez vu, c'est vraiment super beau, quoi. Le matos, c'est vraiment bien, hein. Franchement, en règle générale, moi, je trouve le matos très, très bien. Et tout le reste des cartes, alors, je ne vous ai pas parlé, mais vous avez les cartes zones, hein, comme ça, mais ça, c'est des cartes carrées, on les reconnaît, il n'y a pas de souci. Et sinon, après, vous avez toutes les autres cartes. Donc, vous avez un bon paquet de cartes, 140. Vous avez 140 cartes comme ça. Et celles-ci, vous les mélangez. Et ça va être là-dedans qu'on va pouvoir, qu'on va piocher, qu'on va pouvoir aller chercher des cartes plus puissantes que notre deck de base, en fait, si vous voulez. Elles vont être disponibles, tout ce paquet-là va être disponible pour tous les joueurs. Voilà, normalement, vous en avez 140, vous les mélangez, hop, vous faites une pioche à part, et là, vous êtes bon. Alors, on va regarder de plus près l'anatomie des cartes parce que c'est important de bien comprendre les différents types de cartes et leurs effets parce que il y en a quand même pas mal. Alors déjà, on va parler des cartes attaque physique. Attaque physique, on peut les reconnaître par rapport les trois balles là qu'il y a en haut. Ce sont des attaques. Ici, c'est le coup. Le coup, alors c'est toujours un coup en point d'action. À votre tour, vous avez de base 2 points d'action à dépenser. Pour différents types d'actions, j'y reviendrai, mais toutes les cartes, c'est soit 0, 1 ou 2 points d'action. Donc là, cette carte-là, si je veux la jouer, elle me coûte 1 point d'action. Là, c'est la portée, entre 0 et une case. Donc il faut soit que l'adversaire soit sur ma case ou à une case adjacente à moi. Là, ce sont les dégâts. Vous avez un triangle avec la pointe en haut, ça fait 3 dégâts. C'est le nom de la carte. Et ici, de temps en temps, vous avez un petit effet en plus qui vient s'ajouter. Après, vous avez les cartes attaque mentale. Donc là, même principe, le coup en point d'action, la portée de 0 à 4 cases. Vous avez les dommages. Le nom est toujours pareil, hein, un petit effet. Alors le plus souvent l'effet, après ça dépend des effets, mais le plus souvent les effets vont se faire avant l'attaque. Ça faut le savoir aussi parce que parfois on se pose des questions, mais alors je t'attaque, je fais ça d'abord ou pas avant l'attaque. Sauf si il y a marqué par exemple si votre adversaire, si vous faites des dégâts à votre adversaire, il se passe ça. Bon, voilà, forcément ça sera après l'attaque. Là, ce symbole-là, ça veut dire que vous pouvez défausser une carte de votre main et vous y mettez plus un dégât. Donc c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le faire. Voilà. Souvent il y a ça dans les attaques mentales.
Vous avez également, donc là vous voyez que c'est une carte attaque physique, et là il y a un x3. x3, ça veut dire que cette attaque-là, vous allez la faire tout simplement 3 fois. C'est ce qu'ils appellent des salves. Salve, ça veut dire, bah, c'est l'attaque. Je l'attaque à 2, et après je leur attaque à 2, et après je leur attaque à 2. Voilà, 3 fois, tout simplement. Vous avez après des modificateurs d'attaque. Vous voyez, ce symbole-là, c'est un modificateur d'attaque. Je vais la jouer avec une attaque physique, pas une attaque mentale, qu'une attaque physique. Donc je la mets avec ma carte d'attaque et en fait ça va modifier mon attaque. Voilà. Par exemple, munitions vampiriques, une fois par attaque, si ce symbole-là c'est blessure, donc si je fais au moins une blessure, soignez-vous de 3 PV. Donc si j'arrive à blesser mon adversaire avec l'attaque avec laquelle j'ai mis la munition vampirique, par exemple, je mets les deux avec, j'attaque avec cette carte-là, et je mets mon modificateur d'attaque avec, et bien en fait, mon modificateur d'attaque va fonctionner pour les 3 attaques, à chaque fois. Ça se répète à chaque fois. Donc à chaque fois, si j'arrive à faire au moins une blessure, paf, je me soigne de 3 PV. Donc c'est assez fort. C'est assez fort. Ensuite, vous avez, normal, hein, un petit battle royale, on est obligé de foutre des grenades. Donc vous avez les explosifs. Voilà, ça c'est le symbole d'explosif. Donc grenade. C'est le même principe. Le point, combien ça coûte, la portée, les dégâts. Sauf que une grenade, vous allez cibler une case, hein, comme d'habitude, mais en fait, ça va faire des dégâts sur toute la tuile. Donc sur les 3 cases de la tuile. Donc ça veut dire que vous pouvez faire mal à plusieurs adversaires. Mais si vous décidez de la lancer sur votre tuile à vous, eh ben vous pouvez vous faire mal à vous aussi, hein, attention. La différence aussi, c'est qu'une fois que vous jouez une carte explosive, elle est détruite, la carte, c'est-à-dire qu'elle ne va pas dans votre défausse, vous n'allez pas la revoir après en piochant. C'est un petit peu logique, hein, voilà, c'est dans le thème, hein. On balance une grenade, bah, la grenade c'est one shot, hein. Donc faut y penser. C'est le petit truc qui est logique, mais il faut quand même y penser. Ensuite, vous avez ce symbole-là. Alors ce symbole-là, c'est un symbole de défense. Là, bah, toujours pareil, hein, coup, portée. Ici, on vous explique hein, ce que ça fait et ça va jouer sur la défense. Votre cible perd un pion d'anticipation, donc c'est un pion hein, basé sur la défense, et vous allez en gagner un. Voilà, par exemple. Ensuite, vous avez donc là ce symbole-là qui est toujours sur le côté gauche. Et ce symbole-là, ça veut dire que vous allez venir le mettre sur votre plateau. Vous avez 3 emplacements sur votre plateau pour ce symbole-là. Je ne me souviens plus du nom de ce symbole d'ailleurs. Je vais vous le retrouver. Donc ce sont les compétences, hein, tout simplement. Hein, voilà. C'est pour ça que ça reste sur le plateau. Hein. Encore une fois, c'est un peu logique. Hein. On a des compétences, on va acquérir des compétences au fur et à mesure de notre bataille. Et ça va venir se mettre sur notre plateau. Donc celle-ci, c'est une compétence. Et c'est une compétence, vous voyez, avec le symbole de l'infini, qui va être passive et qui va s'activer tout le temps. Exemple, donc ça, mettre des échos. Ça, c'est le symbole piocher au début de la manche. Donc ça veut dire qu'à chaque début de manche, je vais pouvoir piocher une carte supplémentaire grâce à cette carte. Vous avez, pareil, des compétences, mais qui sont là activables. C'est-à-dire que celle-là, quand vous la posez, déjà, tout de suite, elle arrive à l'envers. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir vous en servir tout de suite. Ça, c'est le genre de truc qu'il faut penser aussi. C'est le genre de petite règle qu'on a tendance à oublier. Donc ça, elle arrive comme ça, sur votre plateau, à l'envers. Et elle va venir se redresser en début de prochaine manche. Hop, début de prochaine manche, on va la redresser. Et elle va pouvoir être activée. Quand je l'active, je la mets à l'envers, je la tape, quoi. Et je fais tout de suite l'effet qui a marqué en dessous. Voilà. Plus un dégât sur les attaques physiques. Donc ça, tout de suite. Et après, elle reviendra se redresser qu'à la manche suivante. Et enfin, vous avez ce symbole-là.
de cartes. Ça, ce sont les utilitaires. Oui, les utilitaires. Les utilitaires, ces cartes-là, vous pouvez les jouer même quand c'est pas votre tour. Vous pouvez les jouer n'importe quand. Donc pareil, ça, faut y penser, quoi. Quand vous avez ce genre de cartes en main, vous savez que vous pouvez la jouer pendant que vous faites attaquer, ou même pendant qu'il y en a un qui se défend, enfin, n'importe quand. Parce que moi, j'avais... alors, à lecture des règles, on a tendance à se dire que c'est un petit peu en réaction, en fait, qu'on peut utiliser ces cartes-là, mais pas seulement. Pas seulement, c'est juste indiqué sur les règles que ça peut être joué n'importe quand, à tout moment, y compris en dehors de son tour. Donc ça veut dire que je peux la jouer quand je veux, en fait, hein. Et si quelqu'un d'autre vient jouer, pareil, une autre carte, en fait, on va la mettre au-dessus. Si encore un autre vient jouer une autre carte, on va la mettre au-dessus. Et on va activer les cartes dans l'ordre inverse ou à son arrivée. C'est-à-dire qu'on va d'abord faire la dernière carte qui a été posée, on va la résoudre. Après celle d'après, et après la toute première qui a été posée, en fait, hein. C'est dans cet ordre-là. Donc ça, pas oublier. Donc par exemple, fin stratège, je pioche 2 cartes et j'en défausse 2. Voilà, ça permet d'aller chercher des cartes que vous avez envie dans votre deck. Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal de cartes différentes, avec différents effets, avec des petits points de règle pour chaque type de carte qu'il ne faut pas oublier. Donc c'est vrai que pour vos premières parties, c'est pas évident, hein. Vous allez être obligé d'avoir une aide de jeu, hein, au moins une aide de jeu. Vous voyez, cette aide de jeu là est super bien faite, franchement, et elle est vachement importante, quoi. Surtout dans les premières parties, quoi, hein. Sinon vous allez être toujours dans la règle, donc ça va être assez pénible. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris le principe et puis qu'on a compris les différents types de cartes, après, ça s'accélère quand même, hein. Donc c'est quand même sympa. Alors, on va voir un petit peu plus en détail maintenant la mise en place du jeu. Alors voilà, au niveau de la mise en place, donc vous avez mis votre arène, disposé l'arène. Vous avez donc un deck pour chaque personnage. Tout le monde a 2 cartes Psywave, Blaster. 3 cartes Blaster, les 2 cartes propres à notre personnage. Donc ça, c'est notre deck. On mélange et on est prêt. On met notre deck. Là, donc, j'ai choisi une carte guilde. J'en avais 2. J'en défausse une. L'autre, je la mets ici. J'ai ma carte ultime, propre à mon personnage, qui est à côté de mon plateau. Je positionne ma jauge de vie sur 20, ma jauge d'ultime à 0, et on commence avec 0 points rivals. Ensuite, j'ai fait ici la pioche de cartes standard qu'on appelle l'interface, où je vais mettre toujours 2 cartes face visible. Ici, vous avez les cartes schéma, même principe, sauf qu'il y en a moins, elles sont toutes uniques et elles sont plus fortes. Vous avez un système aussi de rareté, hein, dans les cartes de l'interface, hein, soit c'est des cartes de base, soit... Alors, les cartes de base qu'on a dans notre deck, là, Blaster et Psywave, ce qui reste, on ne le met pas dans l'interface. C'est vraiment tout le reste qu'il y a dans l'interface. Donc, soit elles sont en 4 exemplaires, en 3, en 2, et c'est tout. Parce que sinon, en un seul exemplaire, c'est que les cartes schéma. Donc en fait, pour les repérer, vous avez un petit bandeau là sur vos cartes. Là. Voilà, bon, ça c'est bien expliqué, ça. Vous avez également 2 boucliers de ma couleur. Chaque joueur a 2 boucliers de sa couleur. Des pions poison. Alors il n'y en a plus que 2 des pions poison, hein. Vous pouvez en avoir plusieurs. La pioche événement, ici. Des cartes R, donc c'est les cartes qu'on va retourner en fait à la fin de chaque manche pour voir quelle tuile on va enlever. Première manche, on va piocher une carte. Deuxième manche, on va piocher 2 cartes. Et troisième manche, on va piocher 3 cartes.
Donc il va avoir en fait, si vous voulez, à la fin de cette aire, de la troisième manche, il va y avoir toutes ces tuiles-là autour, là, qui sont en couleur rouge, qui vont être enlevées, forcément. On ne sait pas dans quel ordre, parce qu'on va avoir mélangé toutes les cartes de l'ère 1, on va avoir mélangé toutes les cartes de l'ère 2, et on va avoir mélangé toutes les cartes de l'ère 3. Donc on ne sait pas quelles exactement, si vous voulez, on ne sait pas quelles tuiles vont dégager, dans quel ordre. On sait que ça sera tout ça dans la première ère, mais on ne sait pas dans quel ordre. Vous avez également au centre un jeton sponsor. Les jetons sponsors sont recto verso, donc on met le premier inactif. Quand on les pose au début, c'est inactif, c'est la face sombre, voilà, un peu bleue, et après, hop, manche d'après, on retourne les pions, mince, ce sont des pions, je l'ai dit en plus, sponsor. Voilà, sponsor. Donc les pions sponsors, on peut les prendre, on peut interagir avec eux si vous voulez, que quand ils sont sur cette face-là. Donc au début, hop, au milieu, là, au volcan, ici. Et ensuite, dans l'ordre du tour, vous déterminez le tour, le premier joueur va se positionner sur une des 6 tuiles de départ. Ensuite, le deuxième joueur va faire pareil. Il ne va pas falloir venir sur une tuile où il y a déjà quelqu'un. Donc en fait, si vous jouez à 6, vous aurez vos 6 joueurs ici, tout autour de l'arène. Et là, une fois que vous avez fait tout ça, on est prêt, on peut commencer. Alors, chaque joueur va piocher, début de manche, 4 cartes. 4 cartes du dessus de son deck. Et le premier joueur commence. Donc, à votre tour, vous avez toujours 2 points d'action. 2 points d'action pour réaliser plusieurs actions. Première action possible, qui est d'ailleurs gratuite, c'est scanner. Donc, par exemple, je me suis positionné, on va dire que je me suis positionné ici. Je vais pouvoir gratuitement scanner, c'est-à-dire révéler les tuiles qui sont adjacentes à mon personnage. Donc ici, les tuiles adjacentes à mon personnage, c'est celle-ci et celle-ci. Si j'avais été ici, c'était celle-ci et celle-ci. Voilà. Donc je peux gratuitement les retourner. Alors, autre chose aussi qui a été révélé comme un petit peu pénible dans ce jeu, c'est-à-dire que pour retourner les tuiles, alors de temps en temps, on bouge un petit peu les tuiles avec nos gros doigts là, et ça fait bouger un petit peu toute l'arène. Quand on retourne une tuile, on la retourne rapidement et on la pose comme ça un peu au pif. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder, on n'est pas là en train de dire tiens, celui-là ça ne m'arrange pas qu'il soit à côté de moi, je vais le mettre comme ça. Non, vous avez votre tuile comme ça, vous la retournez, hop, vous réfléchissez pas et vous la positionnez. Donc je vous disais que les tuiles, elles bougent quand même assez facilement quand on les retourne. Et il y a quelqu'un qui a eu une super idée, les mecs sont des fous furieux. Il utilise donc une petite ventouse pour pouvoir retourner les tuiles sans toucher les tuiles qui sont autour. Et je trouve ça super, super intelligent. Et alors personnellement, voilà, je suis désolé, mais le seul objet avec une ventouse que j'avais chez moi, d'ailleurs c'est un des mecs du forum qui m'a donné cette idée, c'est une brosse à dents. Voilà, c'est totalement improbable de vous montrer ça, mais ça marche vachement bien. J'ai une petite ventouse là, en dessous de la brosse à dents de ma gamine, et si je veux retourner cette tuile là, je fais ça, et vous avez vu, c'est super pratique. Ça a l'air débile, mais je vous promets que c'est vachement pratique. Donc, il existe apparemment juste des petites tiges en ventouse, vous n'êtes pas obligé d'avoir une brosse à dents avec vous, mais ça fait le taf. Je ne sais pas si je vais la mettre dans la boîte de jeu. Si vous faites ça, effectivement, vous allez sortir le jeu, on va se foutre de votre gueule, forcément. Mais en tout cas, voilà, je vous montre encore une fois, je prends la tuile, hop, je la soulève, et je la prends, et je la pose, et je ne fous pas tout en l'air. Voilà. Bon, écoutez, moi, en tout cas,
c'est adopté, hein, perso. Donc à voir si j'essaye de prendre juste les petites tiges, hein, voilà, plus sympa qu'une brosse à dents quand même. Mais voilà, toujours est-il que je trouve que les mecs sur le forum ont toujours des bonnes idées et c'est totalement fou, mais ça marche, c'est génial, j'adore. Donc ça, c'est gratuit. Voilà, j'ai scanné ces deux tuiles-là. J'ai utilisé 0 point d'action. Autre chose que je peux faire, c'est me déplacer. Me déplacer, ça coûte 1 point d'action. Et je peux me déplacer jusqu'à 2 cases adjacentes. Donc voilà, je peux faire 1, 2, par exemple. Je peux faire juste 1. Voilà. Je n'ai pas le droit de me déplacer directement sur une case qui n'a pas été révélée. Mais je peux très bien là m'arrêter et rescanner après. Voilà, j'ai le droit. C'est 0 point d'action scanner, donc il n'y a pas de problème. Le seul truc, c'est qu'on ne choisit pas l'orientation de sa tuile, on la retourne sans réfléchir et on la pose. 1 point d'action pour se déplacer. Ensuite, on va pouvoir récolter. Et là, récolter, il y a deux grandes ressources dans le jeu qui sont la résine et les cristaux. La résine va s'obtenir sur... Je vous montre. Bon, attendez, je vais prendre ma brosse à dents pour pas foutre en l'air tout. Voilà. La résine, c'est sur les forêts. Et les cristaux, c'est sur les déserts. Bon, c'est assez intuitif. Quand vous récoltez, tout simplement, je récolte toute ma tuile, pas uniquement la case où je suis. Si je suis là, je récolte sur toute ma tuile. Donc je récolte une résine et je récolte un cristal. Seulement, j'ai un petit bonus en fonction de la case sur laquelle je me trouve. Si je me trouve sur la case désert, c'est-à-dire la case qui me fait du revenu des cristaux, eh ben, je ne vais pas gagner qu'un seul cristal, je vais gagner 3 cristaux, parce que je suis sur la case des cristaux. Si j'étais sur la forêt et que je récolterais un cristal, ici, et 3 résines. Bonus de ma case sur laquelle je me trouve. Ensuite, vous avez là les lacs. Les lacs, ça récolte que dalle. Et en plus, si vous passez sur un lac, vous arrêtez tout de suite et vous perdez 2 points de vie. Donc on va éviter de passer par des lacs. Vous avez ensuite l'observatoire, cette case-là. Cette case-là va vous servir pour acheter des pions anticipation, qui vont être des pions qui vont vous servir pour la défense. Vous pouvez dépenser 2 ressources, n'importe lesquelles, soit 2 résines, soit 2 cristaux, soit une résine et un cristal, pour prendre un jeton anticipation et le mettre ici sur votre plateau perso. Vous avez 3 emplacements pour jetons anticipation, donc vous ne pouvez pas avoir plus de 3 jetons anticipation. Ils sont recto verso parce que le jeton anticipation, à tout moment, vous pouvez l'activer. Il n'y a que les 2 premiers qui sont activables, c'est pour ça qu'ils sont en bleu. Vous pouvez activer que 2 jetons en même temps. Voilà. Et vous pouvez en avoir un autre en réserve. J'y reviendrai sur ces jetons un peu plus tard. Et dernière case pour récolter, c'est la case, comment ils appellent ça? Je ne sais pas. C'est la case ici, la Arrivals, un peu là. Ça va vous servir pour aller chercher justement les cartes de l'interface. Ah oui, j'ai pas dit, pardon. Du coup, on a également le bonus si on se trouve sur la case de l'observatoire. Hein, on a un bonus si on se trouve sur la carte de la forêt en résine. On a un bonus en cristal si on se trouve sur la carte, sur la case du désert. Et ben on va également avoir un bonus si on se trouve sur la carte de l'observatoire. C'est-à-dire que le premier jeton anticipation, il va être gratuit. Donc si... il est où mon pion? J'ai déjà perdu mon pion. Tant pis. Je sais pas. Ah si, il est là. Donc si je me trouve ici et que je récolte, mon premier pion anticipation va être gratuit. Paf. Et après, je pourrais en acheter jusqu'à 2 autres. Mais là, il faut que je les paye. Et donc,
je disais, la case ici va nous permettre d'aller chercher soit ces deux cartes-là là, qui sont visibles, et j'en garde une. J'en garde une directement dans ma main. Soit, si ces deux-là ne me conviennent pas, je vais piocher les deux du dessus, et j'en garde une directement dans ma main, je défausse l'autre. Voilà, donc une fois, je la regarde, je choisis d'en garder une, l'autre, je la défausse, et je remets tout de suite deux autres cartes ici, visibles. Et ça vient tout de suite dans ma main, que je peux la jouer direct. S'il me reste des points d'action, ou si c'est une carte à 0 point d'action, je peux la jouer direct. Donc ça, c'est quand même assez cool. Mettre une carte dans sa main, c'est ce qu'ils appellent installer une carte. Installer, ça veut dire je la mets dans ma main directement. Désinstaller une carte, bah, ça va être en fait épurer votre deck et ça va être jeter la carte pour l'ensemble de la partie. Hein. Vous ne la reverrez plus. Hein. Désinstaller, j'épure mon deck. Hop, je vire mes cartes qui sont plus faibles. Le bonus que j'obtiens si je récolte sur une case comme ça, alors, qui me fait piocher les cartes, et ben c'est au lieu d'en prendre 2, je vais en prendre 4. Soit je prends ces deux-là plus les deux du dessus du deck, ou soit je prends les 4 du dessus du deck et j'en installe 2. J'installe 2 cartes directement dans ma main. Donc c'est assez fort. Ça permet d'avoir d'autres cartes assez rapidement en main quand vous venez vous positionner directement sur cette case-là. Pour l'action récoltée, on est bon. Ensuite, vous avez l'action donc de négocier un sponsor. Ici, les sponsors. Donc, il faut que le sponsor soit sur sa phase active. Il faut être sur la même case que le sponsor. Il faut dépenser un point d'action. Et il faut également dépenser un pion anticipation. Donc, c'est pas rien hein, d'aller chercher les sponsors. Il faut anticiper, hein, c'est le cas de le dire, et avoir un jeton comme ça. Mais pas un jeton qui est activé, pas un jeton sur ce côté-là, ça ne marche pas. C'est un pion anticipation comme ça, de ce côté-là. Donc là, je dépense un point d'action, je dépense mon pion anticipation, et tout de suite, je gagne un point Rivals. Donc c'est fort, parce qu'au bout de 5, je gagne la partie. Et en plus, je vais pouvoir choisir un bonus de mon choix, entre aller chercher une carte schéma, ici, soit une des deux visibles, soit la première au-dessus du deck. Donc ça, c'est des cartes très puissantes. Soit je choisis de récupérer 2 pions anticipation, qui vont être des pions soit qui vont me permettre d'aller chercher des sponsors, soit de me défendre. Soit je choisis de désinstaller 2 cartes de ma main, ou de ma défausse d'ailleurs. Donc ça me permet d'épurer un petit peu mon deck. Voilà pour négocier un sponsor. Ensuite, je peux utiliser mon ultime si j'ai ma jauge qui est à fond. Et ça, c'est pour 0 point d'action. Donc, je fais mon ultime. Déplacez-vous jusqu'à 4 cases et piochez et gagnez un point d'action. Voilà, c'est le gros truc, quoi. Hein. Donc, je la retourne pour pouvoir dire que j'ai utilisé mon ultime. Ensuite, je peux bien entendu jouer des cartes de ma main pour les points d'action qui a marqué en haut. Et je peux également dépenser des ressources, parce que les ressources, voilà, je vais accumuler des ressources au fur et à mesure que je vais récolter, ici. Et ces ressources vont me permettre de faire différentes choses. Première chose, pour 2 résines, et ça c'est gratuit. Tout ce qui est dépenser des ressources, c'est gratuit en points d'action. Voilà, ça ne vous coûte pas des points d'action. Donc vous pouvez, si vous accumulez des ressources, c'est pas mal, vous pouvez faire pas mal de trucs derrière à votre tour. Pour 2 résines, je mets en place un bouclier où je suis. Voilà, si je suis là, mon bouclier, je le mets ici. Il faut savoir qu'un bouclier, il va rester là après. Si moi je me déplace pas avec mon bouclier. Mon bouclier reste là. Mais il va pouvoir servir. On le verra plus tard. Pour 2 cristaux.
2 cristaux, je peux désinstaller une carte de ma main. Ou, oui, parce que je suis en train de regarder, mais non, c'est de ma main ou de ma défausse. Si vous choisissez de désinstaller une carte de votre main, c'est un peu mieux parce que vous avez le droit de repiocher une carte derrière. Si vous choisissez de désinstaller une carte de votre défausse, vous ne repiochez pas de carte. Hein. Voilà, vous avez toujours la même main, quoi. Donc ça, c'est pour 2 cristaux. Pour 5 ressources identiques, donc 5 résines ou 5 cristaux, vous avez le droit d'aller chercher une carte schéma. Donc vous allez chercher soit une des deux visibles, soit une qui est au-dessus dans la pioche. Si vous choisissez une visible, vous remettez, hop, tout de suite une deuxième visible. Donc ça, c'est pas mal parce que, encore une fois, ce sont des cartes puissantes. Et dernière chose que vous pouvez faire, mais là, il faut 10 ressources identiques. Vous pouvez gagner un point Rivals pour 10 ressources identiques. Donc c'est quand même, faut y aller quand même. Il faut récolter bien comme il faut avant de pouvoir faire 10 ressources identiques. Mais c'est faisable. Donc, en fait, si vous voulez, la seule façon de gagner ces points-là, c'est d'aller chercher les sponsors, 1 point. De dépenser 10 ressources identiques, 1 point. Et surtout, d'éliminer un joueur. Si vous éliminez un joueur, c'est 2 points Rivals. Donc ça, c'est fort. Donc ça donne envie d'aller péter la tronche aux autres, forcément. On est dans de la Battle Royale, c'est normal. Voilà pour les actions qu'on va pouvoir faire à notre tour. Voilà, on a dit toutes les actions. Une fois que j'ai fini, c'est au joueur qui est à ma gauche qui va faire la même chose et on va répéter jusqu'à ce que ça revienne au premier joueur. Et là, le premier joueur, il a le jeton premier joueur et quand ça revient à lui, il va retourner le pion premier joueur pour dire qu'on en est au deuxième tour. Parce qu'un tour, c'est pas une manche. Une manche, c'est 2 tours. Donc on refait la même chose une deuxième fois. Et avant que ça revienne à moi, si je suis le premier joueur, on met fin à la manche. Et là, dans ce cas-là, fin de manche, on va tout de suite défausser toutes nos cartes en main. Donc ça, il faut le savoir, il faut l'avoir aussi en tête, c'est-à-dire que quand arrive bientôt la fin de la manche, à votre deuxième tour, en fait, si vous voulez, vous savez que si vous n'avez pas de cartes pour réagir quand c'est pas votre tour, elles vont partir à la défausse, vos cartes. Toute votre main va partir à la défausse. Le premier joueur, ça devient celui qui est à ma gauche. Donc du coup, ça aussi, il faut bien l'anticiper. Ça veut dire que le deuxième tour, moi j'ai joué mon deuxième tour en premier. Hop, jusqu'au joueur qui est à ma droite. Après, le premier joueur devient le joueur à ma gauche, c'est-à-dire que je joue toujours pas. Donc il y a encore tout un tour où je vais pas jouer. Donc il va falloir, quand je suis premier joueur, il va falloir que je me blinde bien en défense dans mon deuxième tour. Parce qu'il va y en avoir du joueur qui vont jouer avant que ça revienne à mon tour. Donc ça, faut aussi faire gaffe à ça. Ensuite, on va piocher ici. Donc si c'est la première manche, on va piocher une seule carte. Tac. Et on va regarder ici. On vire ces tuiles qui sont indiquées là. Donc là, par exemple, dans mon exemple, je retirerai ces 3-là. Voilà. S'il y avait un joueur qui était sur ces tuiles-là, ce joueur est dans le néant. Il perd automatiquement 4 points de vie. Automatique. 4 points de vie. Et après, il reviendra sur une tuile adjacente au néant, ici. Et là, c'est le seul cas où vous avez le droit de vous positionner sur une tuile qui n'est pas révélée. Donc, par contre, il faut le dire tout de suite. S'il se dit je vais me mettre là, ok, tu te mets là, mais mon gars, ça va être ok, tu as de la chance, c'est pas un lac. Donc, parce que si c'est un lac, il repère encore 2 points de vie, hein, les gars. Donc, il faut faire gaffe si vous voulez de ne pas se retrouver aux extrémités quand c'est la fin d'une manche. Parce que vous avez des chances pour que la tuile où vous êtes vire et c'est 4 points de vie. Hein. Donc, ça fait mal.
Alors, dans le cas où il resterait plus que 2 joueurs en lice, le jeton premier joueur reviendrait automatiquement à celui qui a le moins de points de vie. Voilà, ça c'est une petite règle aussi à pas oublier. Bon, si on est au moins 3, ça tourne dans le sens horaire. Ensuite, quand on a enlevé donc les tuiles qui correspondent à la ou les cartes, en fonction de la manche, on va activer déjà les sponsors. Donc là, le premier sponsor, il est inactif, et bien c'est à ce moment-là qu'il va devenir actif. Et on va générer 2 sponsors. Et là, on va lancer un dé une première fois. 6, je regarde la dernière carte qui a été posée là, et vous voyez, il y a des emplacements avec des numéros. Donc là, par exemple, le 6. Ça veut dire que ici, à cet emplacement-là, je vais générer un sponsor. Donc là, je regarde, hop, ici. Et il arrive inactif. Je relance le dé une deuxième fois. C'est le 1. Le 1, vous voyez, il est là. Donc, un autre sponsor va venir ici. Inactif. Inactif, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir interagir avec lui, mais à la manche d'après, il va se retourner. On ne peut pas avoir 2 sponsors sur la même case. Donc si j'avais fait le 6 2 fois, par exemple, je ne pouvais pas mettre un deuxième sponsor, c'est pas possible. Si j'avais généré un sponsor sur le néant, c'est-à-dire il n'y avait pas de tuiles, bah, il ne génère pas. On ne va pas relancer encore une fois le dé. Hein. C'est pas grave, il n'y a pas de sponsor. Si il n'y a plus que 2 joueurs en lice, les sponsors ne viennent pas se générer. On reste avec les sponsors qu'il y a sur la map. Et on n'en remet pas d'autres, s'il ne reste plus que 2 joueurs. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, qui est très important et qu'on a tendance à oublier en plus, ce qu'on a oublié nous au début de notre première partie, c'est de positionner ces jetons sécheresse quand on récolte. À chaque fois que vous faites l'action récolter, en fait, vous allez mettre un jeton sécheresse sur la tuile où vous avez récolté. Et on ne va plus pouvoir récolter tant qu'il y a un jeton dessus. Donc vous allez avoir des jetons sécheresse à cette phase-là. Là. Et c'est maintenant, voilà, une fois qu'on a généré les sponsors, qu'on va retourner les jetons sécheresse, c'est-à-dire que hop, ils vont être sur la face végétale, on va dire. Ça commence à repousser un petit peu, mais c'est toujours pas accessible, c'est-à-dire que la prochaine manche, on ne va pas pouvoir récolter sur les tuiles où il y a ces jetons-là. C'est qu'une fois encore à la manche d'après, si dans la manche où justement on retourne ces jetons sécheresse, si on a des jetons sur ce côté-là, on les enlève. Et là, on va pouvoir récolter de nouveau sur ces tuiles. Donc il faut attendre 2 manches. Enfin, il y a une manche où on ne va pas pouvoir, encore une fois, récolter sur ces tuiles-là. Donc ça, c'est un point de règle. Pareil, au début, on a tendance à l'oublier. Moi, je vous conseille de mettre ces petits jetons vraiment à côté de votre map, là, un petit peu partout, de façon à ne pas oublier. Et dès qu'il y en a un qui récolte, il prend le jeton sécheresse et il le met sur sa tuile où il a récolté. Voilà, ça permet de ne pas toujours récolter au même endroit. C'est pas mal. Et ensuite, on va regarder un nouvel événement. Et là, on pioche un événement. Donc, pour la première manche, il n'y a pas d'événement. Et là, hop, on regarde, il commence à avoir un événement. Voilà, paranoïa. Tous les joueurs passent à une anticipation. Hop. Donc là, soit on le fait tout de suite, voilà, pour certains événements, ou soit c'est des événements qui vont influencer sur l'ensemble de la manche, quoi, on va dire. Ensuite, on va mettre à jour l'interface, c'est-à-dire qu'on va virer les 2 cartes qui sont là. Hop, ça part à la défausse, et on va en mettre de nouvelles. On va faire la même chose sur les schémas uniquement si on change d'air. Donc là, on est toujours à l'ère numéro 1, donc on ne change pas d'air, ces 2 cartes vont rester. Une fois qu'on va passer à l'ère numéro 2, donc manche d'après, on va tirer 2 cartes. On va les enlever à chaque fois. La manche d'après, on va tirer
3 cartes, donc ça sera les 3 dernières, forcément. Voilà. Et là, paf, on arrive à l'ère numéro 2. Et on va donc virer les 2 cartes schéma et on les remplace. Uniquement si on change d'air. Après, on va regarder toutes les cartes qui ont été tapées. On va tout redresser. L'ultime, voilà, toutes les cartes qui sont à l'envers, elles se redressent. Et c'est reparti pour une nouvelle manche. Donc on repioche 4 cartes. Dès qu'on n'a plus de cartes dans notre deck et qu'on doit en piocher, eh ben, on remélange notre défausse et on pioche. Et c'est reparti pour une manche. Jusqu'à ce qu'il y ait une condition de victoire. Donc je rappelle, 5 points de Rivals. Ou alors être le dernier joueur encore vivant pour pouvoir gagner. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail des combats. Alors, les combats, comment ça se passe? Donc, vous avez... Hop. Voilà, 2 joueurs. N'importe. Hein. Bon, on va les mettre là. Voilà. Donc, c'est Atmos qui a envie d'attaquer le rouge. Je ne sais plus comment il s'appelle. Donc, il va choisir une carte d'attaque. Il faut qu'il ait bien entendu assez de points encore d'action et que sa cible soit à portée. Là, vous avez vu, par exemple, ma cible, elle est à 2 cases. Donc, il n'y a pas de souci. Pour cette carte-là, je peux la jouer. Donc, je regarde ici, je l'attaque pour 2 dégâts. 2 dégâts. Une fois que j'ai ciblé, je mets ma carte, je lance mon attaque. Il va y avoir un défenseur et on se défend toujours de base avec 2 dés. Alors ces dés-là, c'est des de défense. Ils ont donc une face où il n'y a rien, des faces où il n'y a rien et les faces où il y a des réussites. Et il y a 3 faces réussites et 3 faces rien du tout. Donc vous avez une chance sur 2 de faire une réussite pour chaque dé. Vous avez à la base 2 dés de défense. Si vous vous défendez dans une forêt, et ben dans une forêt, on peut se cacher un petit peu plus facilement. Vous avez le droit à un dé de défense de plus. Donc vous avez le droit, vous vous défendez plus facilement. Vous lancez les dés et pour chaque réussite, en fait, bah, vous évitez un dégât. C'est-à-dire que là, si je l'attaque avec cette carte-là, je ne lui fais aucun dégât. Voilà, il a évité toute mon attaque. Et moi, bah, je suis deg. Si il avait fait une réussite, il se prenait un dégât. Et quand j'arrive à mettre des dégâts, je monte sur ma jauge d'ultime. Bam, un dégât, un point d'ultime. Et après, je regarde aussi où il était avant de se prendre les dégâts dans sa jauge de vie. Lui, hein, pas moi. Donc, celui que je tape, je vais regarder sa jauge de vie. Et vous allez voir que, en fait, la jauge de vie, elle est, je vais tout faire tomber, elle est segmentée, si vous voulez, en plusieurs parties. Jusqu'à 15 vies, jusqu'à 15 points de vie, enfin jusqu'à 16 plutôt, jusqu'à 16 points de vie, vous avez un petit 3 là. Ça veut dire que s'il était entre 20 et 16, au moment où je le tape, je gagne 3 points d'ultime supplémentaires. J'avance de 3 en plus dans ma jauge d'ultime. À part de 15 à 9, ouais c'est ça, c'est 2 points d'ultime. Donc en fait, plus il a de vie et plus je vais pouvoir monter ma jauge d'ultime si je le tape. En dessous de 5, vous avez vu, c'est 0, quoi. Il ne me fait pas de points supplémentaires dans ma jauge. Donc c'est en tapant mes adversaires que je vais monter sur ma jauge d'ultime. Et plus mes adversaires vont avoir de points de vie au moment où je vais les taper, plus ma jauge d'ultime va monter. Comment on fait pour se défendre? Je vous ai dit tout à l'heure que ces jetons-là, c'était des jetons pour la défense. Et bien, à tout moment, c'est-à-dire qu'au moment où on m'attaque, je peux dire, tiens, je vais activer mon jeton anticipation. Paf, je le mets de l'autre côté. Et pour chaque jeton activé, je peux en activer jusqu'à 2 en même temps. J'ai 2 dés de plus pour me défendre. Donc si on m'attaque avec une grosse attaque, bah,
que j'ai un jeton anticipation que je peux activer. Paf, je l'active et à chaque fois, ça me fait 2 dés de plus. Donc, j'ai 2 dés de base. Si je suis dans une forêt, j'ai 3 dés de base. Et si je... hop, il faut en chercher un autre. Et si j'active un jeton anticipation, j'ai encore 2 dés. Donc là, je vais pouvoir me défendre avec 5 dés. Donc là, j'ai quand même plus de chances de me défendre. Quoique, vous avez vu, je ne fais que 2 réussites. Donc il y a un petit côté, chance, hein, hasard avec les dés. Hein. Mais moi j'aime bien, je trouve ça vachement bien. Je trouve ça très thématique en plus. Hein. C'est le genre de jeu avec les dés, c'est cool, j'adore. Mais on augmente quand même ses chances de se défendre grâce à ces jetons anticipation. Et ce qui est bien dans les jetons anticipation, c'est qu'une fois que je l'active, il va rester actif jusqu'à mon prochain tour. C'est-à-dire que là, je suis le défenseur. J'ai décidé d'activer mon jeton anticipation pour avoir 2 dés supplémentaires en défense. Si le joueur d'après, c'est pas encore mon tour, il m'attaque, j'ai toujours ça d'activer. Celui-là, il reste là. Et le joueur d'après, pareil. Donc c'est quand même pas mal. Et une fois que mon tour revient, au début de mon tour, les jetons comme ça, ils se barrent. Il va falloir que je les récupère. Donc, il faut prendre en compte ces jetons anticipation qui sont vachement utiles, que ce soit pour la défense, surtout pour la défense, mais aussi pour aller chercher les sponsors. Pour vous défendre, vous avez bien sûr aussi vos boucliers. Si on m'attaque et que je suis sur mon bouclier, la première salve, c'est-à-dire que la première attaque, va pas me toucher, mais va détruire mon bouclier. S'il m'attaque à 2, à 3, à 4, à 6, ça va juste détruire mon bouclier. Voilà, il va falloir une autre attaque. Donc parfois, quand vous avez les x2, les x3 à côté, la première va juste détruire mon bouclier. Et après, celle d'après, je vais me défendre. Parce que le bouclier... une fois que j'ai plus mon bouclier, bon bah voilà, c'est comme s'il m'attaquait normalement, et puis j'ai mes dés pour me défendre. Donc le bouclier, c'est quand même pas mal pour se défendre. Encore faut-il être dessus. Alors quand vous attaquez aussi avec les attaques physiques, il va falloir aussi avoir une ligne de vue. C'est-à-dire que, par exemple, si le rouge veut m'attaquer, avec une attaque physique, hein, il ne peut pas parce que entre nous deux, là, le chemin le plus court, il y a un obstacle entre nous. Un obstacle, ça peut être un bouclier, ou ça peut être un ennemi aussi. S'il y a un ennemi entre nous, le chemin le plus court, il y a un ennemi entre nous, il n'y a pas de ligne de vue. Donc il ne peut pas m'attaquer avec une attaque physique. Ça ne fonctionne pas avec une attaque mentale. Une attaque mentale, on s'en fout des lignes de vue. Il peut m'attaquer à travers un bouclier ou à travers un ennemi. Moi, par contre, comme c'est mon bouclier ne va jamais me gêner. Je vais pouvoir l'attaquer. Mon bouclier ne va pas me gêner dans ma ligne de vue. C'est à moi, hein, quand même, faut pas déconner. Même principe, c'est-à-dire que si lui il se déplace, il a le droit de se déplacer sur mon bouclier. Par contre, ça va lui coûter comme 2 déplacements, c'est-à-dire que il peut pas faire 1 et 2. C'est pas possible. S'il passe par un bouclier, il s'arrête tout de suite. Il peut refaire pour un point d'action, il peut refaire encore un autre déplacement s'il veut, mais voilà, c'est mon bouclier, donc c'est un peu plus compliqué à avancer dessus. Et le truc qui est pas mal, c'est que même si c'est pas son bouclier, il est protégé des autres. Pareil, de la même façon que si c'était à lui. La seule différence, c'est que si c'est mon bouclier à moi, il n'est pas protégé contre mes attaques. Bah ouais, il manquerait plus que ça, tiens. Donc moi, c'est mon bouclier. Il est venu sur mon bouclier, ok, pas de problème, il a le droit. Il est protégé des autres, parce que c'est pas leur bouclier. Mais par contre, moi, si je l'attaque, j'en ai rien à foutre de mon bouclier. Hein, mon bouclier reste là et je peux l'attaquer, hein, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, les autres, ils dégagent mon bouclier. Voilà. Une attaque explosive, par contre, donc une grenade, va péter le bouclier. Et il va falloir se défendre quand même. Là, c'est comme s'il n'y avait pas de bouclier, quoi. On pète le bouclier et on prend les dégâts, quoi. Et en plus, on prend tous ceux qui sont sur la tuile prennent les dégâts.
Donc voilà, la grenade c'est quand même assez costaud, donc non seulement ça pète un bouclier, mais en plus derrière on se bouffe les dégâts, quoi. C'est la différence. On n'oublie pas qu'une grenade, quand on l'utilise, on la défausse, pas dans notre défausse justement, elle est tout de suite désinstallée, hein. Alors, en type de dégâts, on a également les poisons, dont je ne vous ai pas parlé. Les poisons, donc il y a des cartes, hein, qui peuvent infliger des poisons. Vous donnez donc le poison de votre couleur à votre adversaire, s'il est empoisonné. Votre adversaire va le laisser voilà, sur son plateau joueur. Il peut accumuler comme ça plusieurs poisons de différentes couleurs, hein, de différents joueurs. Et au début de son tour, la première chose à faire, c'est qu'il va perdre un point de vie s'il a un poison, et il va jeter un dé. Si il fait une réussite, il va rendre le poison à son propriétaire. Donc s'il a plusieurs couleurs de poison, il va commencer par le plus ancien, voilà, le premier qui lui a mis du poison, et il va lancer le dé. Voilà, s'il fait une réussite, il lui donne. Il va faire l'autre poison, donc pareil, il va perdre un point de vie, hein, il va perdre un point de vie de toute façon, mais il va lancer le dé pour voir si, s'il garde son poison pour encore le tour d'après, ou s'il le rend. Donc ça aussi, faut faire gaffe, parce que ça peut aller vite, hein, les empoisonnements. Quand vous empoisonnez quelqu'un, donc qui perd un point de vie, vous chargez votre ultime de 1. Par contre, vous n'avez pas le bonus en haut. Voilà. C'est vraiment le seul cas, hein, je crois, quand il y a marqué que c'est juste des PV qui sont perdus, c'est pas des dégâts. Du coup, c'est juste des PV qui sont perdus avec le poison. Vous gagnez un point d'ultime parce que il a pris un dégât à cause de vous, mais par contre, vous n'avez pas le bonus en haut. Voilà. Et donc là, vous avez à peu près toutes les règles. Bon, je dis à peu près parce que peut-être que j'ai oublié des petits points. Et puis après, bah, c'est beaucoup les cartes aussi, où vous allez vous poser des questions en fonction des situations sur la map, des cartes. Enfin bon, ça peut arriver. Ensuite, en fait, ce qui va changer, c'est une partie à 2 joueurs. Une partie à 2 joueurs, déjà, vous allez faire à peu près, vous allez faire la même mise en place au niveau de l'arène, sauf que vous allez virer tous les extérieurs. Voilà, vous allez commencer en fait sans les cartes de l'ère 1, mais en laissant par contre les tuiles de départ. Voilà, donc vous allez avoir un truc voilà, qui ressemble à ça. Tac. Au niveau de la mise en place, ouais, de la mise en place à celui-là, je ne sais plus s'il y a celui-là. Ouais, celui-là, il s'en va. Ouais, donc celui-là... Oui, celui-là, il s'en va. Attendez, celui-là, il était là. Celui-là, il était là. Ouais, c'est ça. Celui-là, il reste. Bon, vous regardez de toute façon. Donc il y a toutes ces tuiles-là qui s'en vont, mais les tuiles de départ qui vont rester. Donc ça va faire une map qui est plus petite, hein, forcément, vous n'êtes que 2. Et ce qui va changer, c'est que vous allez avoir chacun un drone. Donc vous allez contrôler en fait un personnage et un drone. Et donc les drones vont avoir leur plateau à eux, hein, leur plateau spécifique au drone. Vous allez commencer, vous allez mettre en place donc votre personnage sur une des tuiles de départ comme d'habitude, mais vous allez mettre votre drone en fait avec vous sur la même tuile. Donc si vous décidez de mettre là, vous pouvez mettre sur la même case ou vous pouvez mettre sur une autre case. Mais en tout cas, vous allez être sur la même tuile. Votre adversaire va faire pareil, hein, sur une autre tuile de départ avec son drone. Et ce qui va changer, c'est que le pion sponsor qu'on met au début, qui normalement est inactif, à 2 joueurs, il va être tout de suite actif. Voilà. Alors, une manche de jeu, et ça, c'était pas super précis dans la règle, la V1, je trouve. Le tour de jeu à 2 joueurs. Vous commencez à jouer votre perso. Ensuite, votre adversaire va jouer son perso. Ensuite, vous allez jouer votre drone. Votre adversaire va jouer son drone.
Et là, ça va être le début du deuxième tour. Vous allez jouer votre perso, votre adversaire va jouer son perso, vous allez jouer votre drone, votre adversaire va jouer son drone. Et là, fin de la manche. Donc, parce que je me posais la question à savoir si 2 tours, c'était mon perso, son perso, mon drone, son drone, est-ce que ça fait 2 tours? Bah non, en fait, ça fait qu'un tour. Donc, il faut le refaire une deuxième fois. Donc, en fait, vous allez jouer 2 fois votre perso et 2 fois le drone, 2 fois votre drone pour faire une manche. Et à la fin, le premier joueur sera celui qui a le moins de PV. Si on est à égalité de PV, le premier joueur, ça reste celui qui était déjà premier joueur. À la fin de la première manche, on va retirer les tuiles de départ. Voilà. Au lieu de retirer, de tirer une carte, on va juste retirer les tuiles de départ. Et le reste, en fait, ça ne change pas. Le drone, en fait, il n'a pas de point de vie. Donc, il ne peut pas mourir. Ça ne sert à rien de l'attaquer. Parce que vous n'allez pas charger votre ultime si vous l'attaquez. Par contre, vous pouvez le hacker. Le drone, il va pouvoir, quand vous jouez, il va pouvoir faire les mêmes actions que votre personnage, sauf qu'il ne pourra pas jouer de cartes. Donc il pourra récolter, il pourra négocier un sponsor, il pourra aller même gagner des points revolts, gagner des ressources. Les cartes, il y a 3 emplacements pour mettre des cartes, face visible. Mais attention, parce que votre adversaire va pouvoir hacker votre drone. C'est-à-dire, pour hacker un drone, il faut se trouver entre 0 et 2 cases de distance avec le drone adverse. Pour hacker, c'est avec le joueur. Vous ne pouvez pas hacker avec votre drone un autre drone. Non. Vous hackez quand vous jouez votre joueur. Si vous êtes entre 0 et 2 cases de distance du drone adverse, vous pouvez, pour un point d'action, vous pouvez le hacker. Alors, ce que vous faites, c'est que vous allez lancer 3D. Vous lancez 3D. Et vous comptez les réussites. Là, j'ai eu qu'une réussite, donc je vais pouvoir faire qu'une seule des actions possibles pour le hacker. Donc, soit je lui vole une carte. Voilà, il y aura des cartes ici sur son drone, j'ai le droit de lui voler une carte. Soit je lui vole toutes ses ressources qu'il aura accumulées. Soit je lui vole tous ses jetons anticipation. Encore faut-il que j'ai de la place pour les mettre. Je peux déplacer son drone. Voilà, faire un déplacement classique. Je peux bien sûr lui voler aussi ses points revolts. Ça, c'est pas mal, ça, si c'est possible à faire. Je peux le faire négocier un sponsor. Voilà, je lui fais faire un truc. Et je peux le faire récolter aussi. Bon, je vois pas trop l'intérêt. Ou alors si je le fais récolter et après je le pille en fait. Ouais, c'est vrai, effectivement. Donc attention à ne pas laisser son drone trop près du joueur adverse. Et après, une fois que vous allez accumuler des choses sur votre drone, comme vous n'allez pas pouvoir vous en servir de la même façon qu'avec votre joueur, vous allez pouvoir, pareil, avec votre joueur, échanger. C'est-à-dire qu'une fois que vous contrôlez votre joueur, il faut que vous soyez à une distance de 0 ou de 1 de votre drone, donc pas être trop loin de votre drone, et vous allez pouvoir récupérer, et ça vaut 0 point d'action. Donc c'est gratuit. Vous allez pouvoir récupérer autant de cartes que vous voulez chez lui ou lui en donner à vous. Vous allez pouvoir récupérer toutes les ressources ou une partie. Vous allez pouvoir récupérer les jetons anticipation et surtout les points Rivals aussi. Donc c'est une petite mécanique qui est sympa, qui change, mais je trouve que c'est, pour l'avoir fait, j'ai joué à 2, je trouve que ça marche bien. Et qu'il y a quand même ce côté Battle Royale, même à 2, qui marche bien parce qu'on va pouvoir quand même déplacer son perso et son drone. On peut même aller chercher les sponsors avec son drone. Donc parfois vous allez vous retrouver avec des schémas carrément sur votre drone, et là du coup votre adversaire il va regarder votre drone, il va vouloir aller le hacker pour aller chercher les... Donc il y a une petite course comme ça qui est vachement sympa. Donc je vous cache pas que le jeu a au moins 3
est peut-être un peu plus sympa, hein, mais je veux dire, c'est pas juste un mode de joueur comme ça à la va-vite. On sent que ça a été réfléchi et franchement, ça marche. Même à deux, ça marche, ce jeu marche bien. Donc, c'est vraiment bien. Donc, on a fait le tour. On a fait le tour du matériel, des cartes, des règles multi de joueurs. Je pense que j'ai été assez complet dans tout ça. Maintenant, bah, ce jeu euh, m'a vraiment conquis. Ouais, faut le dire parce que je prends vraiment plaisir à faire des parties et puis autour de la table, bah, les joueurs sont du même avis que moi. On a un très beau matériel, franchement, c'est un bon matériel. On a un bon rapport qualité-prix, hein, c'est à peu près 50 € le jeu et franchement, ça les vaut, il n'y a pas de souci. On a des bonnes sensations de battle royale, hein, franchement, ça marche bien. Le gameplay, on sent qu'il est bien huilé, hein, c'est bien calibré, ça a été bien travaillé, ça marche bien. Vous avez des persos qui sont asymétriques et qui sont très sympas. Le choix entre 8 persos, donc même si on joue à 6, on a quand même le choix. Donc c'est globalement, franchement, une belle réussite ce jeu. Pour un premier jeu, moi je vous dis chapeau les auteurs, franchement c'est vraiment très bien. Donc les points négatifs, hein, on a dit hein, le niveau des règles, mais ça a été rapidement rectifié avec une V2. On a effectivement un temps quand même pour apprivoiser les règles du jeu, les mécaniques. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de petites subtilités, des choses à pas oublier, des iconographies dans les cartes, tout ça. Au niveau de la mise en place, quand vous commencez à déballer le jeu, vous allez être un petit peu perdu avec les cartes. Mais une fois qu'on a compris le truc, ça va vite. Les aides de jeu, là, franchement, ça manque, hein. Je vous conseille d'aller télécharger l'aide de jeu sur le forum là, dont je vous ai parlé. Et puis vous avez ce petit problème pour retourner les tuiles où vous voyez, regardez, là ça bouge quand même assez vite. Et bah, c'est totalement improbable de faire ça dans une vidéo, mais bah, vous avez l'option de la ventouse et bah, de la brosse à dents, hein, voilà, qui fonctionne super bien. Putain, les mecs, ils ont trouvé des idées, mais c'est exceptionnel. Donc voilà, c'est un jeu que je vous conseille. Hein, et que moi, en tout cas, je prends beaucoup de plaisir à jouer. Et que ce soit, j'ai testé plusieurs configurations, que ce soit une configuration 2 joueurs ou plus, ça marche bien. Le petit point aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand vous êtes éliminé, bah vous jouez plus, hein, vous êtes mort, hein, vous êtes là, vous regardez. Alors en règle générale, ça dure pas trop longtemps, hein, parce que quand vous êtes mort, en général, ça défile quand même assez vite les autres aussi, parce qu'on a des cartes de plus en plus puissantes, des attaques de plus en plus puissantes, donc du coup, les morts, ça y va, quoi, ça dégage assez rapidement. Mais bon, faut quand même comprendre que y a cette possibilité d'être éliminé avant les autres et puis de regarder un petit peu, d'être spectateur de la fin du jeu. Mais bah, c'est le jeu, hein, c'est une battle royale, je veux dire, hein, donc c'est tout à fait logique, hein, ce point-là. Donc écoutez, bah voilà, j'ai fait le tour de Rivals et je peux vous dire que c'est vraiment une belle réussite ce jeu que je peux que vous conseiller. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres jeux et en attendant, jouez bien.